retour dans cette émission pour cette troisième et dernière partie. Je me tourne vers vous. Aujourd'hui, peut-on supprimer, doit-on supprimer la vente du carburant illicite au Togo? Vraiment, le pouvoir public ne peut pas. Puisque cette histoire de vente de carburant illicite prend sa source dans la gestion du pays. C'est un problème d'emploi qui se pose. Et vous voyez que chaque 5 ans, quand le président de la République prête serment et que un nouveau Premier ministre va à l'Assemblée nationale pour présenter sa politique générale, vous voyez que cet aspect n'est jamais pris en compte. Alors que ces vendeurs de carburant illicite constituent un maillon de l'économie informelle. Je pense que normalement, la gestion de l'opération Entonnoir doit être revue. Puisque chaque fois, on traque des gens, on tue des gens, les agents qui font cette opération aussi font du business avec cette opération. Donc tout est flou. Et arrêter la vente, en tout cas si le pouvoir veut, il peut le faire. Puisque ce n'est pas, on ne extrait pas le pétrole au Togo, ça vient d'ailleurs. Et où? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc on dit qu'il faut formaliser le secteur. Oui, c'est de ça que je parlais tout à l'heure, qu'on doit revoir l'opération Entonnoir. Donc ça veut dire que le secteur, j'ai dit que c'est un maillon essentiel de l'économie informelle. Donc on doit convertir, je ne sais pas, tous ces vendeurs de carburant illicites dans une autre activité, ou revoir même le secteur, ou bien professionnaliser le secteur. Puisque je l'ai dit tantôt que ça là, ce problème de vente de carburant illicite là, vient du problème de gestion du pays. Vous ne pouvez pas avoir un pays où le taux de chômage est très élevé et vous allez vous attendre à autre chose que ce que nous voyons aujourd'hui. C'est vrai que ça constitue une activité pour des gens qui vendent ces carburants illicites. C'est dans ça qu'ils nourrissent leur famille, leurs enfants. Vous leur interdisez cette activité. Qu'est-ce que vous leur proposez? Il n'y a rien. Donc, il faut que l'État puisse revoir sa politique d'emploi dans le pays. Vous devez avoir des emplois pour les jeunes, former les jeunes. C'est vrai, il y a des jeunes qui sont déscolarisés. Mais à part ces jeunes déscolarisés, il y a aussi des diplômés qui vendent ces produits, le pétrole illicite et le carburant illicite. Donc, l'État doit revoir la politique de l'emploi, de formation dans le pays. Sinon, arrêter ça aujourd'hui, nous ne pouvons qu'avoir des chômeurs, des voleurs qui vont pulluler un peu partout dans le pays. Donc, il faut que l'État puisse faire profil bas, se poser beaucoup de questions sur l'opération Entonnoir. Quelle est la plus-value de cette opération? Ça n'a rien apporté. Vous voyez plutôt que la vente du pétrole augmente. Pratiquement dans tous les coins de rue, vous allez voir des gens qui vendent. Alors, n'oubliez pas que ces jeunes-là qui vendent du pétrole et du carburant illicite, ces jeunes-là, la plupart aussi sont des étudiants. Les soirs, ils viennent aider des gens pour qu'on puisse leur trouver quelque chose. C'est le problème de la famine que nous connaissons dans notre pays qui nous amène, ou bien qui amène les jeunes vers certaines activités. Donc, l'État n'a qu'à revoir
la gestion du pays, former les jeunes, créer d'emplois, favoriser le secteur privé, encourager, promouvoir le secteur privé pour qu'on puisse avoir des citoyens dignes pour construire ce pays demain. C'est vrai, eux ils le font aujourd'hui, ils l'ont fait. Demain, ils pensent que leurs enfants vont tenir comme ça. Je ne pense pas. Donc, il faut que l'État puisse revoir, le ministère de la Sécurité puisse revoir l'opération Entonnoir. Il n'a qu'à proposer autre chose. Ça fait plus de 5 ans qu'ils sont dans cette histoire d'opération Entonnoir qui ne donne pratiquement rien. Vous allez voir qu'il y a des jeunes, certains compatriotes d'esprit mécréant, qui sabotent leurs copains, leurs concitoyens qui s'adonnent à ces genres d'activités. Donc, on a fait de nous, on a fait des jeunes, des menteurs, des saboteurs. La plupart mentent, hein, puisque ce qui s'est passé à Thiévié, il semble que ces jeunes qu'on traque là, ils sont partis acheter le carburant à la station avant de venir vendre ça. Pourquoi on les pourchasse maintenant? Vous-même, vous voyez que les frontières sont pratiquement fermées. L'essence va quitter ou pour rentrer dans le pays. Donc, nous devons revoir tout ça là et arrêter. Vous comprenez, certaines pratiques dans notre pays. Vous allez voir que s'il y a une activité pour ces jeunes-là, il y a du travail. Les investisseurs rentrent dans le pays. Il y a la promotion de l'entrepreneuriat comme nous le voulons ou comme on le souhaite. Vous allez voir que cette activité-là même va disparaître d'elle-même. Ce n'est pas, comment on appelle, au pouvoir public d'être à la pousse de ces jeunes-là avant que cette activité disparaisse. Non, ça va disparaître d'elle-même parce qu'il y a mieux que ça. C'est vrai, ceux qui s'adonnent à cette activité, eux-mêmes savent qu'il y a un risque qui est dans ça. Vous ne pouvez pas, comment on appelle, garder l'essence dans votre chambre. D'abord l'odeur même que dégage l'essence. C'est toxique. Ce n'est pas bon. On ne peut pas garder ça dans une chambre à coucher. Mais les gens gardent ça dans une chambre à coucher, au-delà des chambres à coucher, n'importe où dans des maisons. Et voilà que le feu, si le feu s'approche, il y a l'incendie, il y a la mort. Donc je pense que si on revoit ça, on revoit et ce secteur, on formalise ce secteur, je pense que nous allons éviter beaucoup de choses. Mais il faut qu'on puisse créer d'emplois, il faut qu'on puisse favoriser la promotion, l'initiative privée et encourager l'entrepreneuriat. Et vous verrez que, d'abord, il y a quelque chose. Il faut que chaque citoyen vive de son art. Si vous êtes journaliste, vous devez être fier d'être journaliste et vivre de votre plume ou de votre micro. Si vous êtes un artiste chanteur, vous devez être fier et vivre de ça. Il faut qu'on puisse favoriser les Togolais. Vous comprenez? Si vous allez par exemple dans les banques, regardez comment est-ce que les transactions se font. C'est seulement les expatriés. Vous allez être hébété quand vous voyez des expatriés, mais comment on appelle, avec des sachets de Bafana remplis des tas de 10 000 francs, 10 000 francs. Mais vous allez vous poser des questions. Mais que se passe-t-il? Pourquoi ces expatriés-là ne viennent pas s'adonner à ces, comment on appelle, à ces activités de vente illicite de carburant? Pourquoi? Donc, il faut que l'État puisse revoir sa gestion du pouvoir et revoir, comment on appelle ça, politique d'emploi et de formation des jeunes. Oui, merci beaucoup, Coco. Emmanuel, mardi dernier, il est vrai que la police ou la gendarmerie pourchassait les vendeurs de carburant illicites, mais c'est une autre personne, un innocent, qui a reçu la balle à ces fesses-là.
Vous voyez, c'est comme si ce sont, dans la société, ce sont des individus, des ceux qui sont innocents, qui paient les pots cassés de ce que la police commet. Et cet acte-là a provoqué une indignation dans la ville. Finalement, ce sont les autorités ou bien les institutions, ou bien la police ou la gendarmerie qui créent le désordre dans la ville. Oui, finalement, les forces de l'ordre sont devenues les forces du désordre. Parce que c'est pas nous qui le disons, mais nous constatons. Parce que c'est pourquoi nous disons le plus souvent que si vous pensez que vous faites contre autrui, vous risquez, vous êtes en train de faire contre vous-même sans s'en rendre compte. Je donne un exemple. L'agent qui a tiré, en pensant qu'il est en train de chercher à tirer sur le jeune qui est en train de fuir. Si par hasard, la balle qui était allée vers cette dame, ce vieux-là, c'était son papa. Son papa pourrait se retrouver quelque part dans la rue. Au moment où les choses se passaient, il va dire mais je vais me cacher quelque part contre le mur. Et il va dire quoi? Arrivé à la maison, bien on va l'appeler que ton papa est malade, il est hospitalisé, on va lui dire, et il dit pourquoi tu as vu la balle où? Il dit c'est à TGD que j'ai vu la balle. Mais il se rend compte que c'est la balle que moi j'ai tirée qui est tombée sur mon papa. Ou bien qui est tombée sur ma nièce, qui est tombée sur ma femme, qui peut tomber sur son enfant. Vous voyez? Donc ce qui fait que nous disons que ce que vous faites du mal, vous le faites à vous-même sans vous en rendre compte. Donc il faut qu'on mette fin à ça. Maintenant, les victimes collatérales, c'est-à-dire, peut-être on peut dire en toute réalité que ce n'est pas le vieux qu'on cherchait. Okay? Mais le fait de chercher quelqu'un, en voulant le faire du mal, vous finirez par faire du mal à autrui, mais à vous-même. Donc, et pourquoi il est vivement déconseillé de ne pas vouloir du mal à qui que ce soit. Et donc, dans le cas d'espèce, nous tenons à présenter, comment on l'appelle, à souhaiter prompte guérison à. Est-ce qu'ils vous ont saisi? Pour le moment, vous entreprenez quelque chose? Pour le moment, on n'a pas eu une plainte formelle, mais nous avons nos représentants qui sont à pied d'œuvre pour entrer en contact avec la famille. Hier, ils sont allés, mais pour le moment, on n'a pas. Comme je le dis le plus souvent, nous le disons le plus souvent dans des pareils cas, il y a des gens qui font peur aux familles, ne laissent pas les droits de l'homme prendre le devant, alors qu'ils oublient que nous, droits de l'homme, nous, on est plus exposés que eux. Plus exposés que même les agents de force de l'ordre de sécurité. Puisque les agents de force de l'ordre qui ne sont pas exposés. Parce que nous, population, nous, on n'a rien contre eux. Nous, nos mains sont vides. Mais eux, ils ont les matraques, ils ont les fusils, ils ont n'importe quoi, ils ont les gaz lacrymogènes qui peuvent lancer n'importe quand, n'importe comment, et quand ils le voudront. Maintenant, qu'ils continuent à avoir confiance aux organisations des droits de l'homme, sont les seuls à être témoins des cas. Si hier, ils n'avaient pas pu saisir les droits de l'homme, la CNDH n'allait pas donner cette version. Oui, si c'est dans les coulisses, ou bien après la conférence de presse de la gendarmerie, de la police à l'époque, nous aussi on ne disait rien. Je vous dis que la CNDH n'allait rien faire. C'est parce que tout le monde est rentré dans le jeu et qu'on a évoqué dans plusieurs rapports. Et nos rapports sont envoyés directement au système des Nations Unies. Oui, qui lisent. Et j'avoue que les prochains passages du Togo devant le système des Nations Unies, par exemple en matière de PU, ne sera pas facile pour le Togo. De 2017 jusqu'à aujourd'hui, tellement que des bavures policières. Alors que, si vous faites comparaison des situations dans les autres pays, je donne l'exemple au Mali, des gens manifestent. Si ce n'est pas la dernière manifestation où Ibeka est contaminé par le virus de la répression, on n'allait pas enregistrer ces morts d'hommes-là au Mali. Parce que des gens, je vous dis, si quelqu'un n'a jamais participé à une manifestation ou bien organisé une manifestation, la personne restera dans son fauteuil pour dire que les manifestations sont toujours violentes. Je vous dis aujourd'hui que c'est faux. Aucun manifestant qui se lève à la maison ne se lève pour dire que je vais aller détruire quoi que ce soit aujourd'hui. Il arrive des fois où, lorsque vous allez dans une manifestation, vous avez le plaisir de participer aux côtés de vos concitoyens pour faire une revendication. C'est le fait de revendiquer qui donne plaisir à ceux qui manifestent. Mais non pas le fait de vouloir détruire. Sinon, si c'est pour détruire, on ne va pas organiser une manifestation. Non. C'est-à-dire, c'est la destruction qu'ils vont organiser.
Donc, personne je n'ai jamais constaté que quelqu'un a organisé une destruction au Togo, mis dans les pays où les populations se soulèvent. Mais des gens ont organisé des manifestations et qu'ils ont porté à la connaissance officiellement ou officieusement de tout le monde, par des médias. Donc, si c'est des destructions, on n'allait pas porter ça à la connaissance des autorités. Donc, que des gens cessent de mettre fin à des systèmes où les gens vont manifester, ils vont détruire, ainsi de suite. Préparez-vous pour les mater. Non. Si on veut manifester, les gens sortent, c'est avec le cœur que les gens sortent. Si eux-mêmes ils mettent des brebis galeuses dans le groupe et qu'ils disent qu'ils n'ont qu'à commencer par provoquer les agents pour qu'ils commencent par lancer les gaz lacrymogènes, ils seront responsables devant leur conscience. S'ils ne sont pas responsables devant la justice, mais ils seront responsables devant leur conscience. Et tout se paie ici-bas. Donc, ce qui fait que moi, je suis en train de dire, nous, on est en train de dire qu'il faudrait que tout le monde sache que ce que je fais aujourd'hui, là, doit se payer d'ici-bas. Et que je dois poser des actes qui seront appréciés, aussi bien par mes proches, aussi bien ceux qui sont loin et qui suivent ce que je fais. Le contraire serait suicidaire, le contraire serait comparable à Satan. Très bien. L'autre sujet qui défrait la chronique au Togo, c'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui communément le pétrole gate. Et c'est de l'alternative qui avait fait sortir ce scandale le 9 juin dernier. Le journal est revenu sur le sujet à plusieurs reprises. Mais au niveau de la société civile, on sent qu'il y a, je ne sais pas, un silence ou je ne sais pas, Coco. Pas du tout. Il n'y a pas un silence. Puisque au niveau du Front Citoyen Togo Debout, aux premières heures de cette révélation, on a sorti un communiqué où on a interpellé, où on a pointé du doigt la justice et le Parlement, qu'on ne comprend rien de leur silence. Donc ça ne veut pas dire que la société civile est restée silencieuse. Pas du tout. Alors, cette histoire de Petrol Gate, d'abord, c'est vrai, si vous allez à la pompe, vous allez constater que le pétrole coûte extrêmement cher au Togo. Si vous comparez notre niveau de vie avec les autres pays de la sous-région, vous allez comprendre qu'effectivement, le pétrole coûte cher au Togo. Donc, regardez par exemple les taxes qui sont greffées sur le prix de litres de pétrole à la pompe. Ces frais-là doivent normalement être exonérés. On doit enlever tous ces faux frais-là qui entourent les litres d'essence au Togo. Et ce n'est pas l'affaire du journal L'Alternative. Non, ça c'est l'affaire de tout le pays, de tous les citoyens, même du Togo et même de la diaspora. Puisque eux aussi, quand ils rentrent au pays, ils achètent le carburant. Et le carburant coûte extrêmement cher au Togo, ce n'est pas du tout bien. Donc, la société civile ne peut pas rester comme ça. Ça, il faut que vous vous détrompez. La société civile a son mot à dire. On a déjà commencé avec cette interpellation qu'on a fait, comment on appelle, à la justice et au Parlement. Donc, nous aussi, nous menons nos enquêtes pour voir, puisqu'on a déjà les preuves de ce que l'Alternative a dit, que c'est vrai. Comment se fait-il si on enlève le 1 franc ou bien les 2 francs de la primature sur les tasses du pétrole, si on enlève les faux frais qui entourent comment on appelle les prix du pétrole, l'essence va nous revenir très moins cher. Et là, qui gagne? C'est nous les citoyens qui gagnons. Ou bien, donc on ne peut en aucun cas se taire sur cette affaire. Alors si c'est vrai, tout porte à croire que il y a certains compatriotes qui veulent défendre l'inacceptable. Ça là, on ne peut pas accepter des choses comme ça. Quelqu'un qui gagne 35 000, même 25 000 francs. D'ailleurs, tu as fait prêt pour avoir une moto. Tu paies l'essence à 500 quelque chose. 500 quelque chose là ne peut pas t'amener, peut-être si tu habites à Adamawa et que tu es un simple enseignant, tu enseignes, par exemple,
ici à Mtivé, je ne suis pas sûr qu'avec ces 500 francs-là, tu peux faire aller-retour. Tu le fais aujourd'hui, demain, tu ne peux pas le faire. Si on enlève là, l'argent du transport, dans ton salaire, ce que tu gardes, les 35 000 là, ça va te revenir combien? Rien. Rien du tout. Tu vas payer de loyer. Si ce n'est pas aussi cher que ça, si c'est une pièce, tu vas au moins voir au moins 10 000 francs. Dans les 10 000 francs, il y a les frais d'électricité. Donc, ton déplacement de ton domicile à ton service, ça va te coûter au moins 15 000 francs. Au moins. Donc, ça veut dire que 500 francs par jour. Plus le loyer, 10 000 francs. Et plus comment on appelle, d'autres frais divers. Tu ne peux pas supporter une famille. Donc, nous devons impérativement lier le prix du pétrole à la souffrance que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays. Donc, le pouvoir public, la justice doit faire feu de tout bois pour arrêter cette affaire. Ce n'est pas le fait de convoquer le journaliste qui va nous ramener les faux frais qui greffent sur le prix du pétrole au Togo. Ce n'est pas ça qui va faire ramener les faux frais qui greffent sur le prix du pétrole. Donc, au-delà de la société civile, je pense que c'est la population qui doit prendre sa responsabilité. Et ce procès du 12-là doit être un procès du siècle, si nous le disons ainsi, puisque ça doit concerner, ce n'est pas seulement, comment on appelle, Ferdinand, seul ou bien le journal Alternative, seul qu'on a convoqué, mais c'est tous les citoyens, même Fort Gassibé, lui aussi, il a été convoqué. Puisque c'est vrai qu'il a des bons d'essence, tout ça là. Les bons d'essence là, ça vient d'où? L'argent du trésor. Si on enlevait ces faux frais là, le pétrole ou bien l'essence va revenir moins cher aussi pour lui que pour les juges et les avocats qui nous entourent. Donc c'est un problème de la société. Donc vous comprenez, il faut que la société civile, y compris les journalistes, vous-même aussi, on soit mobilisés pour que le 12 là, ça va être la fin d'une feuilleton que nous connaissons depuis. Peut-être que le 12 là va être la date de la libération du Togo. La date, oui, puisque si on diminue, écoutez, si on diminue le prix du pétrole, normalement au Togo, mais beaucoup de choses vont diminuer. Le transport va être diminué. Les marchandises vont revenir moins chères dans les marchés. Vous comprenez, le prix de bol de maïs, d'haricots, tout va être diminué. Est-ce que vous comprenez? Donc, le pétrole guette là, mais ça, c'est venu à point nommé pour peut-être alléger nos souffrances. Ça, je le dis honnêtement, parce que je vois comment est-ce que ce jour-là va être, comment est-ce que les citoyens vont se mobiliser et au palais de justice pour que la justice soit faite pour le journal Le Détective. Le journal Le Détective, lui, n'est que porte-parole. C'est vrai, c'est tout ce que même les ministres, les militaires, les soldats, puisque moi, ça me fait pitié de voir nos soldats et pousser leur moto parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer l'essence. Ou il a 300 francs. Si on enlève tous ces faux frais-là, le pétrole va revenir même moins que 300 francs. Est-ce que vous comprenez? Alors, comment on appelle, ce soldat qui s'humilie devant des gens, soi-disant qu'il n'a pas d'argent suffisant pour payer de l'essence, il a 300 francs. J'en ai vu. Le soldat a 300 francs et il pousse sa moto. Il ne peut pas payer comment on appelle, le carburant, 300 francs, jamais. Et j'étais obligé le jour-là de lui donner 1000 francs. Puisque c'est mon frère. Je ne le connais pas, mais c'est mon frère. Il est togolais, il a porté le tri togolais. Est-ce que je vais le laisser comme ça? Si normalement on avait levé ces faux frais-là qui entourent le frais de carburant, est-ce qu'il peut pousser sa moto jusqu'à essuyer dans son treillis et me retrouver, moi, en tant que généreux donateur,
Normalement, il devait aller payer le carburant parce qu'il n'est pas loin de station d'essence. Il a dépassé même station d'essence avant de me voir, comment on appelle, à côté d'une autre station d'essence. Et il m'a dit ça m'a fait vraiment pitié. Donc on ne peut pas encourager des choses comme ça. Il faut que le pétrole revienne au prix normal. Et d'ailleurs, on parle comment on appelle, de vérité de prix. On n'a jamais vu des choses comme ça. Nous voulons avoir ça. Non seulement avoir la vérité des prix, mais il faut que le pétrole soit diminué au Togo. Parce qu'on a appris que c'est à notre côte ici, on ne dit pas qu'on exploite le pétrole ici, hein, mais il semble que c'est à notre côte que les gens viennent s'approvisionner. Donc ça veut dire qu'on vient vendre ça là-bas. Nous ne disons pas qu'on exploite le pétrole au Togo, mais on sait qu'on ne va pas loin pour acheter du pétrole quand même. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, où est-ce qu'on achète? Nous achetons nos pétroles. Nous devons connaître là où on achète d'abord le pétrole. Et comment est-ce qu'on vous vend ça? Est-ce que vous comprenez? Et la subvention dont on parle. Quelle est la subvention de l'État? On nous dit enlever les faux frais qui entourent le prix du pétrole et pour qu'on puisse avoir une vie au moins rose au Togo. Merci beaucoup, Coco. Nous sommes talonnés par le temps. Nous arrivons presque à la fin de l'émission. Emmanuel, vous appartenez aussi à la société civile, LTDH. Comment comprenez-vous cette plainte contre le journal et que faites-vous aujourd'hui au niveau de la LTDH pour ce scandale? Je préfère, dans le cas de ce dossier, parler de ce que nous pouvons faire au niveau de la Ligue des consommateurs du Togo, où je suis le président. Voilà. Parce que les problèmes liés aux produits pétroliers constituent un dossier permanent de tous les jours que nous on a toujours traité. Et on a eu à rendre public des rapports d'analyse des structures des prix. Et j'avoue qu'au niveau de la Ligue, nous avons félicité l'alternative et vous, toute l'équipe de la rédaction qui a mené cette étude, cette enquête d'investigation et qui a rendu public un dossier qui révèle au grand jour un cas de détournement de deniers publics et d'abus de confiance. Parce que dans ce dossier où il a été décrit que le premier coordonnateur du comité de suivi de fluctuation des prix des produits pétroliers a créé une société lui-même et qu'après qu'il y a eu des problèmes entre lui et son enfant, l'ancienne société a été dissoute et qu'une nouvelle a été créée qui est maintenant une Sarlu et au nom toujours de la même personne avant que le ministre en charge du commerce ne puisse le faire remplacer par une autre personne. Car qu'à l'époque, nous on a écrit un courrier pour féliciter le ministre d'avoir changé M. Adiakli à la tête de ce comité parce que toutes les augmentations qui ont eu lieu à l'époque, depuis 2014, j'avoue, jusqu'à aujourd'hui, mais depuis que la Ligue a été créée, nous on a dénoncé. Parce qu'on savait ce qui se passait, mais il y a des gens qui ne croyaient pas à ce qu'on disait. Mais ce qui nous étonne aujourd'hui, c'est qu'on a constaté que des gens, y compris votre corporation, la presse togolaise privée, écrite comme en ligne ou audiovisuelle, les télévisions, les gens s'intéressent à un autre aspect de cette affaire. Ils s'intéressent et ils vont aller prendre les tests. Et la loi de 2010 sur le comité et l'arrêté qui a mis en place les membres du comité pour expliquer des articles, excusez-moi, je suis désolé de le dire, dont les contenus ne disent pas autre chose que ce que ces tests-là ont révélé. Et donc, je crois qu'ils ont failli à beaucoup de choses au peuple togolais. Et ça prouve que la manière dont leurs articles sont toujours téléguidés et que je les invite en toute humilité parce que je n'ai rien contre la presse togolaise, mais je crois qu'ils doivent nous aider en tant qu'organisation de consommateurs, organisation des droits de la société civile, à faire mieux notre travail. Si eux, ils ne disent pas la vérité, si ils rencontrent les autorités, ils reviennent, ils écrivent qu'on appelle ce que les tests, que toi et moi, que tous ceux qui nous suivent, les internautes, peuvent lire dans un document, dire qu'ils sont en train de donner la version des trucs. Je suis vraiment désolé de le constater. Et pour répondre à ta question, est-ce que nous on fait quelque chose ou bien la société est dans le silence total? Je ne crois pas. Au niveau de la Ligue des consommateurs du Togo, on s'est engagé avec tous les membres de notre conseil d'administration, toute notre équipe technique, tous nos partenaires
et nos conseils d'avocats, tout. Nous sommes au laboratoire. Nous sommes au laboratoire, on est en train de réfléchir dans de pareils dossiers comme ça. Il faut beaucoup de réflexion. Et je peux rassurer les Togolais, les internautes que nous allons agir au moment opportun et que nous apportons notre soutien indéfectible à l'alternative à votre directeur de publication, Ferdinand Ité, et que nous resterons toujours à côté de tous ceux qui révéleront des dossiers liés à la corruption et liés au détournement des deniers publics pour les soutenir lorsque ils ont besoin de notre soutien. Parce que nous évoluons dans le domaine de la lutte contre la corruption, les droits sociaux, les droits économiques, sociaux, culturels et les droits de la consommation. Les droits de la consommation qui sont transversales à la plupart des droits. Et donc, si un article, un dossier d'investigation sort, nous avons l'obligation de soutenir cette presse-là, cet organe-là, pour que le mieux soit fait. Et donc, je demande à tous ceux qui nous suivent, ceux qui ont des moyens pour nous soutenir, parce que ce n'est pas un dossier où il faut dormir, se lever le matin et trouver une solution. On a besoin de soutien. Les soutiens peuvent être techniques, de tout genre, financiers. On a besoin d'informations. Ceux qui ont des informations peuvent nous donner ces informations-là qui seront très utiles à nos travaux dans nos laboratoires. Et que très prochainement nos sorties soient vraiment des sorties qui profitent au dossier, oui, avant que le 12, le jour de l'audience n'arrive. Je crois fermement, avec la foi chrétienne que j'ai, que la justice sera du côté du peuple et que tous ceux qui disent aujourd'hui qu'on est en train de diffamer, on est en train de mentir contre qui que ce soit, que les gens oublient leurs bons de carburant qu'ils recevaient hier. Les bons de carburant ne servent à rien. Mais les produits pétroliers constituent des éléments essentiels de la chaîne de l'économie d'une nation, d'un pays, d'une localité. Et donc, si plus les prix augmentent, plus le pouvoir d'achat diminue. Moins les prix sont, moins le pouvoir d'achat est favorable. Bien plus de pouvoir d'achat est favorable aux gens de pouvoir acheter des produits, des denrées alimentaires. Donc, j'invite les gens à accompagner aussi bien l'alternative que tous ceux qui veulent que la vérité se fasse voir au grand jour dans cette affaire et que les autorités qui nous suivent et qui nous écoutent s'en rendent compte aujourd'hui qu'il faut aller au-delà de ce que les gens rencontrent dans leurs journaux en nous mettant les copies-collées de l'arrêté de décret 2010 et de l'arrêté de 2010 également, et que ces copies-collées-là ne nous servent à rien pour faire la lumière sur le dossier. On a vu le coordinateur par intérim à la TVT dire ce qu'il pense. Pour le moment, nous n'avons rien à dire sur sa sortie, et dès que nous allons sortir de notre laboratoire, nous verrons comment ça va évoluer. Mais j'invite déjà qu'au niveau de la structure des prix des produits pétroliers à la pompe, au niveau de la composition du comité de suivi de fluctuation des prix des produits pétroliers à la pompe, où il y a un groupement des pétroliers général qui a déjà 2 membres, j'invite les autres sociétés pétrolières qui sont des nationaux à bien s'organiser pour avoir prochainement leurs représentants dans ce comité, parce que ce ne soit pas les problèmes collatéraux qui sont créés par-ci, par-là, parce que les gens ne sont pas représentés dans ce comité et des gens imposent leurs dictats au niveau de la STE, Société Togolaise d'entreposage, que tout le monde ait les yeux dans cette gestion et que très prochainement les organisations de consommateurs aussi soient représentées dans ce comité. Ce n'est pas au Togo seul que nous le demandons. Dans d'autres pays, au Bénin à côté, ça se fait, au Tchad et dans d'autres pays de la sous-région, on est représenté. Ce qui fait que s'il y a un problème un jour, lorsque tu es interrogé, tu dois dire la vérité de ce que vous faites dans ce comité-là. Mais si vous êtes isolé, et s'il y a un problème tel que ceci, qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous ne pouvez rien dire. Le droit d'être représenté est un droit qui fait que avec les directives des Nations Unies en matière de droits de la consommation, que le Togo a ratifié et qui font partie intégrante des principaux droits de la consommation. Merci messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que nous étions dans cette émission avec Coco Edo Sémignon. Il est membre du Fonds citoyen Togo Debout et expert en santé publique. Coco, merci. Merci Isidore. Et également avec Emmanuel Sogadi, il est le président de la Ligue des consommateurs du Togo et membre de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Emmanuel, merci d'être passé.
Merci et c'est un plaisir pour l'invitation. Donc, on va vous retrouver très prochainement dans une autre émission. Merci. Merci aux internautes de nous avoir suivis pour ce numéro. Merci à l'équipe technique, notamment au chef d'équipe Marc Azangban. Merci à Théophile Adjogli qui est derrière la caméra, qui me regarde. Merci à Kokoku Onou aussi pour l'infographie. Merci à tous et à la prochaine.